Bonsoir à vous qui nous suivez depuis les rives agitées de la Tshopo, des quartiers denses de Kinshasa aux terres fertiles du Congo central. Bienvenue dans votre édition d'Inside News RDC. Ce soir, notre regard se porte sur un fossé qui se creuse. D'un côté, les ors du palais Kasr Al Watan à Abu Dhabi accueillent des promesses de milliards. De l'autre, la poussière des rues quinoises étouffe nos conducteurs. Ces derniers s'entassent devant des banques aux écrans noirs. Ils veulent payer leurs vignettes, mais le système refuse leur argent. Ce paradoxe illustre notre défi actuel, la souveraineté économique face à l'urgence sécuritaire. L'édition de ce soir décortique cette ambition industrielle qui s'affiche aux Émirats. Un partenariat de 10 milliards de dollars s'écrit pour transformer notre sol. Pourtant, au même instant, un silence de plomb s'abat sur Bambo. Dans cette bourgade du Nord Kivu, une centaine de jeunes ont disparu lors d'une rafle rebelle. Nous voyageons aussi vers Washington. Là-bas, la prière cherche à réconcilier ce que la politique divise à Kinshasa. Nous refusons de nous perdre dans les chiffres abstraits. Nous analysons l'impact de ces grands hubs sur votre pouvoir d'achat. Entrons immédiatement dans le récit de ce basculement vers l'or et l'industrie. Hier, lundi 2 février 2026, à Abu Dhabi, notre nation a franchi un cap stratégique. Le président Félix Tshisekedi et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan ont signé l'accord de partenariat économique global. Ce texte ouvre le marché émirati à 6 000 produits congolais. Les droits de douane s'effacent pour nos exportateurs. Cette démarche imite les alliances des Émirats avec l'Inde ou la Corée du Sud. Ces puissances cherchent à sécuriser les minerais de demain sur notre territoire. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Karongia, porte ce projet. Il s'appuie sur une vision née lors de l'Expo Dubaï. L'objectif est de doubler les investissements pour atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2030. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur la transformation locale. La traçabilité de notre or artisanal est le premier succès de cette méthode. En 2020, nous n'exportions que 34 kg officiels. Aujourd'hui, avec la structure Primera Gold, nous parlons de 9 tonnes annuelles. Ce résultat prouve que l'adossement au système bancaire international fonctionne. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et le ministre des Mines, Louis Watoum, ont scellé des mémorandums précis. Ils visent à sécuriser les chaînes de valeur. L'idée est de ne plus être un simple réservoir de matière brute. Mais ce so what économique soulève des interrogations. Des membres de la société civile craignent une dépendance excessive envers un seul partenaire. Ils pointent le manque de transparence de certains contrats de gré à gré. Pour l'instant, la promesse est celle d'un emploi stable pour notre jeunesse. Cependant, l'argent fuit le bruit des armes. Cette ambition industrielle reste l'otage d'une insécurité qui déchire nos villages de l'Est. À Bambo, dans la chefferie de Bwito, l'angoisse a un visage physique. Depuis ce samedi 31 janvier, une centaine de nos frères et sœurs manquent à l'appel. Les récits décrivent une scène d'oppression lente. Au rond-point Bambo central, les rebelles de l'AFC M23 ont ordonné un bouclage total. Les habitants ont dû s'asseoir sur le sol brûlant pendant des heures. Des anciens miliciens, des traîtres locaux, pointaient du doigt leurs voisins. « Celui-ci est un Wazalendo », murmurait-il. Ces mots suffisaient pour charger des jeunes dans des camions vers l'inconnu. Le prix d'humain est insupportable. À l'hôpital général de Bambo, une mère de famille a succombé à une crise cardiaque. Elle venait d'apprendre l'enlèvement de son fils cadet. Il n'a pas tenu face à cette violence gratuite. Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint, lance un cri de détresse depuis sa cachette. Il exige une libération sans condition de ces innocents. Pendant ce temps, les diplomates à Doha discutent de mécanismes de vérification virtuelle. Ils s'accordent sur des termes de référence complexes. Mais sur le terrain, ces papiers ne protègent personne. La MONUSCO se limite à un rôle de facilitateur logistique. Elle transporte des observateurs, mais ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel selon les accords du Qatar. Ce contraste est insoutenable. À quoi sert un suivi du cessez-le-feu si les rafles se déroulent sous les yeux du monde ?
la valeur d'une vie à Bambo semble s'effacer devant le consensus diplomatique. Cette tragédie rappelle que la paix ne se décrète pas par écran interposé. L'insécurité est un poison qui voyage du Nord Kivu jusqu'au tapis rouge de Washington. Le National Prayer Breakfast à Washington accueille cette semaine une étrange délégation congolaise. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se retrouvent dans la capitale américaine. Ce rendez-vous mêle foi chrétienne et réseau de pouvoir. Monseigneur Donatien Cholet et le pasteur Eric Senga représentent nos églises. Ils cherchent une médiation spirituelle là où la politique échoue. On y parle de pardon et de réconciliation nationale sous le regard de sénateurs américains. Cependant, cette quête d'unité à l'étranger se heurte à un rejet frontal à Kinshasa. Le parti Ensemble pour la République dénonce un simulacre. La formation de Moïse Katumbi pose des conditions fermes. Elle exige la libération des prisonniers politiques et la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées. Pour cette opposition, un dialogue ne peut être une rencontre de convenance. Il voit dans ce voyage une opération de relations publiques internationales plutôt qu'une volonté de paix. L'unité est pourtant notre dernier rempart contre l'implosion. Sans un consensus minimal, les agressions extérieures continueront de nous affaiblir. La réconciliation est une plante qui doit pousser sur notre sol, pas dans les sèves de Washington. Cette fragilité politique ralentit nos grands chantiers, car pour bâtir un pays, il faut des routes solides et une administration qui fonctionne. Le désenclavement de notre nation sort enfin des discours. Le projet du port en eau profonde de Banana devient une réalité de béton. Les chiffres sont éloquents. Un quai de 600 mètres de long est en construction. Une zone de stockage de 30 hectares accueillera 450 000 conteneurs par an. Ce port offre à notre pays son premier accès direct à la mer pour les géants des mers. C'est le poumon de notre future indépendance commerciale. Dans la province du Kwilu, la société Safrimex active la réhabilitation de l'aéroport de Bandundu. Cette infrastructure est vitale pour la mobilité aérienne dans cette région enclavée. Pendant que la diplomatie s'active à l'international, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue à Lisala. C'est une visite historique. Aucune femme chef de gouvernement n'avait foulé le sol de la Mongala depuis l'indépendance. L'accueil en liesse de nos compatriotes témoigne d'une attente viscérale. Ils ne veulent plus de discours, ils veulent des solutions contre la terre qui s'effondre. Elle annonce l'entretien de la route provinciale 309 sur 125 km. L'Office des routes prépare la construction de 70 ponts. Ces chantiers visent à relier nos provinces au reste du monde. Pourtant, la nature nous rappelle notre vulnérabilité. À Bumba, les berges du fleuve s'effondrent. Des érosions sévères menacent les bureaux de l'administration territoriale. La chef du gouvernement a dû rassurer les riverains sur leur indemnisation. Ce paradoxe est saisissant. Nous rêvons de ports ultramodernes pendant que notre terre s'effrite sous nos pieds. La réussite de ces infrastructures dépend d'une gestion financière sans faille. La réalité est brutale. Les érosions de Tabora et du Licey menacent d'engloutir des quartiers entiers. Des familles ont déjà vu leurs maisons disparaître dans des gouffres de sable. Face à ce drame, l'Office des routes a présenté un projet de sécurisation de 7 millions de dollars. Ce financement doit stabiliser la route provinciale RP 1336. Cet axe est vital car il relie Lisala à la frontière du Nord-Ubangi. La première ministre a également lancé la modernisation de 15 km de voirie urbaine. Mais le défi reste financier. L'argent arrivera-t-il avant les prochaines grandes pluies? La gestion de nos finances publiques change de philosophie. Sous l'impulsion de Christophe Bitasimois, l'Inspection générale des finances modifie son image. L'IGF ne veut plus être un simple gendarme qui intervient après le vol. Elle se positionne comme un acteur de valeur. Sa mission est d'accompagner les gestionnaires pour éliminer le gaspillage et les détournements. C'est un contrôle intelligent qui vise la performance de l'action publique.
Cette rigueur se prolonge à la Direction générale des impôts. 7 cadres congolais suivent une formation intensive à Casablanca, au Maroc. Ils s'inspirent du modèle marocain pour la perception de la TVA à la source. Ils étudient également la facturation normalisée pour accroître nos recettes domestiques. Parallèlement, le ministère des Finances lance ce mardi une adjudication de bons du Trésor. Le gouvernement cherche à mobiliser 35 millions de dollars américains. Ces titres de 6 mois permettent de financer les dépenses publiques sans créer d'inflation. Cette volonté de compter sur nos propres ressources renforce notre voix à l'international. Elle attire de nouveaux partenariats, comme celui qui se dessine avec nos alliés européens. La crédibilité financière est le socle de notre renouveau diplomatique. Le développement de notre nation passe par des routes modernes et une énergie stable. Une mission conjointe entre la RDC et la Zambie a inspecté les axes Likasi-Kipushi. Ces infrastructures sont les veines de notre commerce minier. Le directeur général de l'Agence des grands travaux insiste sur la qualité des chantiers pour réduire les délais aux frontières. À Kinshasa, l'espoir d'une électricité stable renaît. Grâce à un financement japonais, la SNEL modernise les postes de Liminga et de la Funa. Ce projet bénéficiera à 1,5 million de Quinois. Imaginez une ville où l'obscurité ne dicte plus la loi. C'est la base de toute transformation industrielle domestique. Cependant, une question noante. L'infrastructure seule peut-elle suffire si la volonté politique de paix durable reste absente de nos frontières? Un nouveau protocole de coopération lie désormais la France et la RDC pour 4 ans. Ce lundi à Kinshasa, un accord a été signé pour prolonger un partenariat déjà solide. Depuis 2021, 500 millions d'euros ont été décaissés pour notre développement. Ce pacte se concentre sur l'énergie, l'éducation et la gestion durable de nos forêts. Garcia Yamba, notre vice-ministre des Finances, salue une convergence de vues sur nos priorités économiques. Pour vous, nos concitoyens, ce partenariat se traduit par des investissements dans les transports et les écoles. Une collaboration innovante naît aussi entre notre académie diplomatique et l'Académie Anwar Gavgash. L'objectif est de former une élite capable de défendre nos intérêts avec expertise. La protection de nos forêts ne doit plus être une simple étiquette écologique. Elle doit devenir un levier financier pour les populations locales. Mais au-delà de ces signatures prestigieuses, le quotidien nous rappelle ces urgences brutales. La vie administrative à Kinshasa est devenue un parcours du combattant. Le contrôle de la vignette automobile a commencé, mais les banques sont en panne. Un bug informatique bloque les transactions depuis plusieurs jours. Des centaines de conducteurs sont refoulés des agences bancaires. Pourtant, 3000 agents de contrôle les attendent au carrefour. Ce fossé entre l'exigence de l'État et son incapacité technique est insupportable. Les usagers réclament un moratoire immédiat pour éviter des amendes injustes. Le deuil frappe encore nos chemins de fer dans le Tanganyika. Un train de la SNCC a déraillé sur le pont Kabandoa, près de Kalemi. La locomotive a pris feu avant de s'écraser dans un ravin. Le bilan est lourd, 5 morts, dont une femme et un bébé calciné. Le ministre provincial Naoris Moulongboy pointe le mauvais état des rails. Cette tragédie pose la question de la responsabilité des dirigeants face à l'abandon de notre réseau ferroviaire. Pendant ce temps, le Forum économique RDC-Afrique du Sud tente de décimer un avenir différent. Guy Kabombo Mwadiamvita a exhorté les investisseurs sud-africains à transformer nos ressources sur place. Créer des emplois ici est le seul moyen de stabiliser notre économie domestique. Cette édition nous a montré qu'une nation en mouvement, tiraillée entre ses ambitions et ses souffrances. Nous avons exploré les promesses de 10 milliards de dollars aux Émirats et le renforcement de la traçabilité de notre or. Nous avons ressenti la douleur des familles de Bambo, victimes d'une insécurité que les mécanismes virtuels ne parviennent pas à freiner. Du port de Banana aux réformes de l'IGF, le chemin vers la grandeur exige une cohérence totale.
l'unité spirituelle cherchée à Washington doit se transformer en un dialogue sincère sur notre propre sol. Notre souveraineté ne se négocie pas dans les salons. Elle se construit par l'industrie, par la rigueur administrative et par la protection de chaque citoyen. La pensée que je vous laisse ce soir est celle-ci. La souveraineté n'est pas un drapeau que l'on agite, c'est une usine que l'on construit et une loi que l'on respecte. Nous ne serons respectés que lorsque nous transformerons nos richesses pour nourrir nos propres enfants. Pour comprendre les blocages de notre économie, je vous invite à voir sur notre chaîne YouTube l'analyse d'Inside News Review intitulée « Le système bancaire en RDC, une ponction organisée ». Ce dossier expose pourquoi nos banques échouent à servir le citoyen au moment crucial de la vignette. Que la paix habite vos foyers. Que la justice guide nos dirigeants. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était Mallory. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Prenez soin de notre nation et bonne continuation.